à tous. Cuit, cru, entier ou écrémé, le fromage est une très bonne source de calcium et de protéines. Alors, pour connaître tous ces secrets, rendez-vous dans l'aliment de la semaine. Ensuite, on ira au boulot dans une entreprise humaine. Mais au fait, ça veut dire quoi exactement? Et quelles en sont les prérogatives? On vous dit tout. Et toujours de l'entreprise, Instagram, il n'y a qu'un pas. Et elle n'a pas hésité à le franchir, notre femme inspirante de cette semaine, Rita Arsby, mesdames et messieurs, est avec nous. Et puis pour finir, gros plan sur cette tendance de la chicha qui se banalise de plus en plus. Mais attention aux poumons. Vous êtes sur Média TV dans On se dit tout et on va se dire beaucoup de choses. À tout de suite. Merci beaucoup d'avoir choisi Média TV, d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, de retrouver bien sûr toute l'équipe qui est dans les coulisses et surtout beaucoup de retrouver mes invités qui sont avec moi, qui ont accepté de revenir ou de venir pour la première fois. Linda Jabran, bonjour. Merci beaucoup d'être là une nouvelle fois. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach en optimisation du potentiel relationnel sur Tanger. Et avec vous, nous allons parler de l'entreprise humaine. Alors, une définition, une explication et puis comment y arriver, comment développer tout ça. Dans un petit moment avec vous au boulot. Parfait? Super. Alors, nous avons avec nous aussi Dr Iman Kandili, psychiatre addictologue, vice-présidente du Centre africain en santé. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup de revenir. C'est un plaisir de vous avoir. On fait le point avec vous aujourd'hui sur la chicha qui se banalise dans plusieurs milieux, et notamment chez les jeunes. Mais vous, les spécialistes, vous dites attention à l'addiction parce que ça peut justement être addictif. C'est une forme de tabagisme. On va en parler tout à l'heure. Et puis, à vos côtés, Rita Arsby, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est une première de vous avoir avec nous. Alors, vous êtes avant tout entrepreneur. Vous avez été dans la finance, dans les RH aussi. Et puis, vous êtes aussi beaucoup aujourd'hui sur Instagram. Vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse. Vous allez nous raconter ce parcours de vie et ce parcours professionnel. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Merci de m'avoir invité. Merci madame, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Alors, on va commencer par, comme tous les samedis matins, par cette petite animation qui fédère petit et grand, c'est l'aliment de la semaine. Nous allons parler fromage. On regarde. L'histoire disait, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Mais d'où vient le fromage? La fabrication du fromage fut découverte en préhistoire, lors du stockage et du transport du lait. En effet, les conteneurs étaient faits de peau de bête et d'organes internes. L'enzyme s'y trouvant donna naissance, par hasard, au lait caillé, au petit lait et enfin au fromage. Il existe plus de 1000 variétés de fromage dans le monde. La France, avec ses 400 sortes, détient le titre du pays aux 1000 fromages. Au Maroc, il existe aussi de nombreuses variétés, originaires de différentes régions telles que le fromage de Chamel à Dakhla, le fromage de Gouda à Berkane, le Helloumi de Bouskoura et la perle blanche de Chefchaouen, très connue, qui lui est fait à base de pur lait de chèvre. Le fromage possède de nombreux bienfaits pour la santé. Dépourvu de glucides et riche en protéines, source de phosphore, il est aussi riche en calcium, en minéraux et en vitamines, notamment la vitamine B2, B12 et la vitamine A. Autre bienfait du fromage, son caractère digeste. Si les bactéries lactiques y sont bien présentes, le fromage ne contient en revanche généralement que peu ou pas de lactose ni de gluten. La consommation de fromage est donc adaptée aux personnes intolérantes au lactose. Le fromage, c'est une recette simple, du lait, des ferments et du sel. Il ne contient ni additifs ni conservateurs. Qu'il soit râpé, fondu ou en morceaux, on retrouve le fromage dans tous nos plats. Dans des briouettes ou dans une marcoda, râpé sur du batbout farci, sur des tartines au petit déjeuner. Avec le fromage, le bon goût sera au rendez-vous. Finalement, à flatter le corbeau, le renard avait toutes les raisons d'en faire tout un fromage. Absolument, justement. L'animation fédère les petits et les grands et le fromage aussi, je pense. Linda, vous en pensez quoi? J'adore le fromage. Ouais, Oui, toutes les sortes.
Cuit, cru. Chèvre, édame, emmental. Voilà, j'adore le fromage, même si ça fait grossir. C'est bon aussi, c'est bourré de bonnes choses. Oui, bon. Justement, Rita Arksby, fan de fromage? Oui, votre pas fromage, tous. Pas tous. Oui, l'emmental, j'aime bien. Ouais. Les fromages forts, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais on a aussi de bonnes variétés locales. Exactement, on a pas mal de variétés locales. C'est ça. Et puis, vous, Iman Kandili? Une addiction, le fromage. Ah ouais? Pour l'addictologue? Ouais, pour rigoler. Ouais. Oui, non, le fromage, c'est très bon. Hein. Je pense que c'est toujours agréable. Puis en hiver, la raclette. C'est ça, complètement, absolument. Bien dit. Hein. Bon, mesdames, on a faim, mais ce n'est pas le moment de... Là, on vient de petit déjeuner quand même, on ne veut pas aller sur autre chose. Ce que je vous propose, c'est d'aller quand même un peu travailler. On y va tout de suite. Alors, c'est avec vous, justement, Linda Jabran, que nous commençons. Vous êtes coach en optimisation du potentiel relationnel et nous parlons avec vous aujourd'hui de cette entreprise humaine. Y a-t-il un mode d'emploi? C'est ce que vous allez nous expliquer dans un petit moment. Mais d'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est cette notion d'entreprise humaine avec un spécialiste en RH. On regarde. Une entreprise est forcément humaine. Maintenant, peut-être que cette expression voudrait dire que l'entreprise humaine est une entreprise qui est respectueuse de la dignité humaine et de son intégrité physique. Elle est malheureusement encore une utopie dans l'esprit de beaucoup de personnes et même des personnes qui sont dans la décision parce qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité. Maintenant, nous qui observons un peu plusieurs milieux de travail, plusieurs conditions de travail, même les plus récalcitrants, et c'est en train de s'accélérer, commencent à voir de manière très claire et très nette que s'ils ne s'occupent pas de l'élément humain, ils vont disparaître. De toutes les manières, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est que les choix qui vont être faits, ils vont être faits en fonction de la qualité des talents qu'on doit avoir. Aucune stratégie ne peut plus se baser que sur les matières premières ou sur l'énergie. Donc, même si on a des gens qui sont très compétents, s'ils n'ont pas de motivation, on ne peut pas attendre de produire et de réussir leur mission. Aujourd'hui, toutes les études qui sont faites insistent sur le fait que l'épanouissement au travail est un facteur de productivité, de qualité et de pérennité de l'entreprise. Alors Linda, ce qu'on comprend, c'est que finalement, toutes les entreprises sont humaines parce que c'est l'être humain qui travaille, mais j'ai l'impression que ce sont plutôt les patrons qui vont devoir être un peu plus humains, d'après ce qu'on comprend. Aujourd'hui, le bien-être et le bien-vivre en entreprise est de plus en plus à la mode et plusieurs grandes entreprises et de grands groupes en ont fait leurs axes stratégiques, innovants aussi. Donc maintenant, on a plus tendance à placer l'humain au sein et au cœur de l'entreprise. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par tout un processus parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation de suivre l'évolution technologique et la vocation, les nouvelles aspirations et les vocations des personnes qui souhaitent intégrer le monde de l'entreprise. Donc, cette évolution a fait que l'entreprise, aujourd'hui, doit mettre en place des dispositifs qui vont faire en sorte d'attirer les talents et de favoriser un environnement de travail motivant et apaisant qui va permettre à l'entreprise de mettre l'humain au cœur de cette dernière. Mais c'est très beau à entendre. Maintenant, est-ce que c'est vrai tout ça? Donc, c'est vrai tout ça. Il y a plusieurs contraintes parce que quand on dit entreprise, il y a toujours une contrainte de rentabilité et une contrainte économique. Mais il va falloir placer l'élément humain au cœur de cet objectif et prendre en considération cette contrainte parce que toute réussite d'un projet passe par la réussite du projet humain. C'est l'homme qui fait en sorte que le projet réussisse ou pas. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre en compte pour valoriser le potentiel humain au sein de l'entreprise? Donc, il y en a des mesures de type ergonomique au niveau des lieux de travail, au niveau du management, au niveau du bien-être. L'ergonomie, c'est-à-dire l'espace?
l'espace, le mobilier aussi, donc les fauteuils, les chaises, l'éclairage aussi. Donc c'est beau de travailler dans un milieu ou dans un espace où il y a une jolie décoration. Donc là, ça aide aussi à valoriser le travail de la personne. Et puis il y a le management innovant qui est en place. Et puis la relation, les relations interpersonnelles comptent énormément. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que, par exemple, par rapport à l'organisation de l'espace de travail, de la décoration, etc., puisque ça aussi, finalement, aujourd'hui, ça fait partie de ce bien-être professionnel, est-ce qu'on peut impliquer les collaborateurs dans les choix d'une manière ou d'une autre? Je n'ai bien sûr pas de mode d'emploi, mais est-ce que le fait de les impliquer dans le choix des couleurs, du mobilier, etc., c'est aussi une manière... il est préférable de les impliquer. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, l'ergonomie seule n'est pas suffisante parce qu'il y a plusieurs dimensions qui prennent en compte le bien-vivre ou bien le bien-être en travail. Donc, il y a la morphologie de l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne. Est-ce qu'on est dans un open space? Est-ce qu'on est dans des bureaux fermés? Comment se passe l'organisation en interne? Comment sont distribuées les tâches? Et puis aussi, il y a l'environnement de l'entreprise. Où est-ce qu'on situe l'entreprise par rapport à son environnement? Est-ce que c'est une entreprise locale ou c'est une entreprise qui a des relations avec l'étranger? Donc, elle a plus tendance à découvrir ce volet humain. Et puis, il y a aussi l'environnement propre à l'employé. Donc, on pourra beau créer des conditions de bien-vivre et de bien-être des employés, mais il faut prendre en considération leur propre environnement. Où est-ce qu'ils habitent? Quels sont les moyens de transport qu'ils prennent pour arriver au travail? Quelles sont les relations sociales de ses employés. Donc là, l'environnement des collaborateurs est important. Mais en fait, l'employeur devient le parent de l'employé. C'est comme son parent, en fait. Non, mais je ne sais pas, j'essaie de me mettre à la place du patron qui nous regarde maintenant, qui se dit, mais ils exagèrent quand même. C'est trop prendre en considération au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de mes murs, ce qui se passe chez eux, mais je ne peux pas, moi, gérer ce qui se passe chez eux, où ils ont décidé d'habiter, etc. Mais là, on est face à une évolution qui s'impose. Je ne suis pas patron. On est dans une dynamique d'innovation, on est dans une dynamique de changement, que ça soit voulu ou subi. Il y a vraiment une nouvelle prise de conscience et l'émergence de nouveaux métiers. Et puis il y a l'aspiration des collaborateurs par rapport à leur travail. On ne parle plus de travail comme un moyen de gagner sa vie, mais l'emploi comme étant une manière de se prouver, vivre, de se réaliser. C'est vrai. Et parce qu'au final, c'est vrai, on vit plus au boulot que nous vivons chez nous. Et on est face à une génération qui est plus exigeante en matière de conditions de travail. Donc là, ce n'est plus un choix, mais plutôt une obligation de suivre. Je suis d'accord avec vous. On parle beaucoup de cette génération qui est plus exigeante, ok? Comme si de l'autre côté, il y a eu une génération qui a tout accepté. Mais est-ce que le défi aussi de cette génération qui est plus exigeante, c'est pas aussi de trouver du boulot? Parce qu'on parle beaucoup de chômage. Donc, quand il y a le chômage, est-ce que finalement, on ne finit pas par prendre ce qui vient parce qu'on est surtout content d'avoir un boulot? Je suis désolée de le dire comme ça. On est face à un taux de chômage important, mais il y a aussi... Pas uniquement chez nous, mais dans plusieurs pays, en Europe notamment. L'émergence de nouveaux métiers, y compris l'entrepreneuriat et l'autonomie de travail. Donc, il faut prendre en considération, et on le voit de plus en plus, qu'il y a des jeunes qui se lancent tout seuls parce qu'ils se réalisent... On a une femme entrepreneur avec nous, justement. C'est pour ça. Alors, je vous pose la question aussi, Rita Arsby. Est-ce que ce nouvel environnement de travail, cette entreprise dite humaine, est-ce qu'on n'en fait pas trop ou pour vous, est-ce que c'est la tendance normale aujourd'hui? Bon, je pense que, comme elle a dit Linda, en fait, on évolue avec la tendance du moment. Et justement, pour les femmes, on a mis aussi tout ce qu'on appelle, même pour les hommes d'ailleurs, le télétravail. Donc, c'est aujourd'hui une disposition qui est mise en place dans certaines entreprises. Au Maroc? Même certaines au Maroc, où on peut travailler de temps en temps ou à des moments de la maison. Donc, justement, pour les femmes qui ont des enfants. Donc, il y a certaines entreprises qui ont pris en considération ce facteur. Et alors, je vais vous poser la question différemment aussi, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais rapidement. Vous avez d'abord été dans la finance, ensuite vous êtes passé au RH avant de passer à
la femme entrepreneur et aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que conseillère responsable RH, est-ce que vous êtes plus dans cette prise en charge de l'attente des autres, de l'épanouissement personnel des autres, ou bien vous faites quand même le distinguo entre... En tant qu'RH, je pense qu'on est obligé d'écouter. En fait, on a un rôle d'écoute déjà. Et après, en fonction des dispositions de l'entreprise et on va dire, de ce qu'elle peut donner, et donc on va essayer de répondre au mieux aux attentes. Donc après, il y a des contraintes effectivement aussi. Donc, vous êtes plus empathique, on va dire. On va dire, on a un rôle empathique. Mais vous, par exemple, vous êtes plus empathique vu le parcours. Ah oui, totalement. Parce qu'il y a finalement aussi cette part de vous qui a... Et tout à fait, parce que j'étais aussi, et je suis toujours en fait, en quelque part, aussi de l'autre côté. Donc c'est très important, on va dire, en tant qu'RH, on dit souvent que les meilleurs RH, c'est des gens qui ont connu le terrain et qui sont passés par le terrain. C'est ça. Alors, Dr Iman Kandili, on parle beaucoup de l'entreprise, mais un cabinet ou un hôpital, une clinique, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat aussi. Ce côté humain, on reproche beaucoup aux médecins aujourd'hui de perdre ce côté humain. Est-ce que vous en pensez quoi, vous? Bon, il y a de plus en plus de médecins qui travaillent. Bon, moi, je suis psychiatre, donc en entreprise également. Après, il ne faut pas oublier que tout ceci, c'est aussi pour pouvoir améliorer la productivité. Donc, c'est surtout pour améliorer la productivité, parce que quand vous avez un renforcement positif de l'employé par l'employeur pour une entreprise plus humaine, vous avez moins de présentéisme. C'est ça, moins d'absentéisme. Moins de présentéisme et d'absentéisme. Moins d'absentéisme, parce que le présentéisme est encore plus présent. Les gens sont là, mais ils ne sont pas productifs. Tout à fait. Et donc, un sentiment d'appartenance, et on joue sur le côté émotionnel, et en jouant sur le côté émotionnel, on est plus productif. En fait, c'est en quelque sorte une forme de, au-delà de prendre soin de son salarié, c'est aussi une façon de... prendre soin de son salarié coûte moins cher à l'entreprise. Non, exactement. Déjà. Mais en même temps, c'est une façon... c'est vrai. C'est pragmatique. C'est vrai, mais c'est aussi une façon détournée de le pousser à travailler mieux. Exact. Complètement. Dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Le plus important, c'est de placer l'humain au cœur de l'entreprise et prendre en considération l'élément humain qui mais Linda le dit avec beaucoup de cœur dans les yeux. C'est comme ça que je fonctionne avec mes émotions. C'est vraiment prendre en compte la liberté. Et qui fait de nous l'être humain. Et je rejoins l'avis de Rita. Donc, on est plus dans la liberté. Mais c'est pour nous pousser à mieux travailler. C'est clair, également parce que rediriger, voilà. Et puis, plus on prend soin de l'élément humain, plus on a de l'innovation, de la créativité, de l'engagement, de l'implication. Voilà, de favoriser aussi. Et de fidéliser aussi. On forme aussi les collaborateurs. C'est ça, bien sûr, c'est un investissement. Il y a un investissement. Donc, quelque part... Mesdames, on a des questions. C'est tellement humain. Restons humaines. Voilà. On a des choses à gérer. Alors, je ne voulais pas vous interrompre, mais on a des questions et ça pourrait peut-être nous permettre de continuer, de compléter la discussion. On a Omar qui nous dit, est-il légitime de réclamer à son employeur plus de démocratie au sein de l'entreprise? Linda Jabran. Ben là, on parle de deux choses. On parle de l'organisation du travail, c'est-à-dire comment sont réparties les tâches. Donc là, quand on parle de démocratie, c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'on réalise. Et quel est le style de management adopté au sein de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment deux choses dont on en parle. Parler démocratie, c'est d'abord... c'est fort parce qu'il s'agit d'abord de connaître ses devoirs, ses obligations, et bien sûr, du côté de l'entreprise et du côté des employés. Réclamer une démocratie ou bien un management, je dirais plutôt un management participatif ou un management innovant est tout à fait légitime dans un contexte où l'entreprise a voté pour ces axes innovants de changement. OK. Autre question, Abdelhamid qui vous dit « Je démarre mon entreprise, quelles sont les règles à suivre pour réussir le défi d'une entreprise humaine ?»
Ça nous résume un petit peu. Voilà, c'est placer l'humain au cœur de l'entreprise et prendre en considération cet élément qui va faire la réussite de tout projet. Parce qu'on a beau avoir plusieurs dimensions pour réussir un projet, mais c'est l'élément humain qui va faire en sorte... mais pardon, voilà. Linda, l'entrepreneur qui démarre, justement, peut vous dire, oui, mais moi, en même temps, j'ai des objectifs à réaliser. Je ne peux pas juste gérer l'humain. Moi, je dirais qu'il a plus de chance, parce que là, c'est un choix. Donc, c'est le démarrage. Il fera un choix de choisir, de faire de son entreprise humaine ou pas. Mieux que d'être dans une situation où on va subir un changement et on sera obligé de faire des travaux de restructuration ou de réaménagement et valoriser le capital humain. Donc, déjà, là, on n'est pas sur la même ligne de départ. Donc, il vaut mieux commencer dès le début avec cette stratégie. Mais ça ne veut pas dire non plus dire oui à tout à ses employés. Ça ne veut pas dire, on ne peut pas dire tout parce qu'on est en fin de compte des humains, mais c'est par rapport aux outils qu'on va utiliser dans le milieu de travail, c'est par rapport à l'organisation de travail, c'est par rapport aussi à la gestion de ressources humaines, comment se passe cette gestion au sein de l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va dire tout. Oui à tout. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Linda. Vous êtes Linda Jabaran, coach en optimisation du potentiel relationnel. On continue l'émission ensemble. On va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie. On va parler de la chicha, attention à l'addiction, et puis on va parler aussi de femmes aspirantes avec notre femme aspirante de cette semaine. Rita Arksby est avec nous. À tout de suite pour les détails. Si vous nous rejoignez, merci beaucoup d'être avec nous sur Médiane TV. On se dit tout reprend pour sa deuxième partie. Nous avons parlé en première partie de fromage et ensuite on est passé à autre chose, on est passé à l'entreprise humaine. C'est vrai que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est comme ça notre succession du samedi matin. L'aliment de la semaine, aujourd'hui c'était le fromage et puis nous sommes allés travailler en entreprise avec Linda Jabaran pour parler d'entreprise humaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On parle à notre femme inspirante, on la découvre. En fait, vous l'avez vu, hein, c'est Rita Arksby, elle est là. Merci beaucoup, Rita, d'être là. Vous êtes entrepreneur, vous avez été dans la finance, vous êtes responsable RH et puis vous êtes aussi dans la mode. Vous êtes influenceuse, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Merci beaucoup d'être là, de nous raconter votre parcours de vie. Merci et on va vous voir en images, dans votre élément, et ensuite on revient sur le plateau. À tout de suite. Je suis Rita Arksby, mariée, maman de 2 petites filles. Financière de formation. Je suis actuellement responsable ressources humaines à temps partiel dans un cabinet d'audit. J'ai toujours été passionnée de mode, et ce depuis mon plus jeune âge. Et aussi, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai commencé à partager mes looks sur Instagram principalement, que ce soit des tenues pour le jour, des tenues pour le soir, des petits conseils avec ma communauté qui a commencé à grandir au fil de l'eau. Et aujourd'hui, après 2 ans, je peux dire que je suis devenue influenceur sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram. Ce conseil, ce partage que j'ai avec ma communauté, j'ai voulu le perpétrer dans ce concept store que j'ai créé il y a 1 an. Parce que pour moi, au-delà d'acheter un vêtement, il faut qu'elle puisse rayonner et qu'elle se sente bien. Ma journée type, elle démarre à 7 h du matin comme toute maman par la préparation des enfants pour aller à l'école. Par la suite, je me prépare pour aller au bureau pour ma fonction de responsable ressources humaines où je travaille sur mes dossiers. L'après-midi, en général, est consacré au concept store et aussi à ma communauté où je réponds à certains messages. Et le soir, je reprends de nouveau ma casquette de maman avec les devoirs des enfants et aussi le dîner et le coucher. En tant qu'influenceur, je souhaite aujourd'hui véhiculer une image forte de la femme marocaine, une image d'une femme active, libre, indépendante, qui vit avec son temps. Combien même on travaille, on a des enfants, il ne faut pas s'oublier. Alors nous les femmes, nous avons cette faculté d'être multitâches, d'être multicasquettes. Alors croyez en vous mesdames et réalisez-vous. Alors justement, Rita Arksby, vous avez rêvé de finance, vous l'avez fait. Vous avez rêvé de RH, vous l'avez fait. Vous avez rêvé de famille, d'enfants, vous les avez, alhamdoulilah. Vous avez rêvé de mode aussi, et vous l'avez fait. Votre prochain rêve, c'est quoi?
Et peut-être développer un peu plus cette activité que je viens de créer il y a un an et en faire encore peut-être d'autres concept stores. Donc on verra, ou pourquoi pas créer une nouvelle marque, ma marque. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Vous avez été d'abord dans la finance, oui. Ensuite vous êtes passé au RH, aux ressources humaines, avant de vous lancer dans la mode. Mais vous avez dit, ça m'a toujours suivi, ça a toujours été avec moi. Mais je vais être honnête avec vous. Quand on voit sa DRH, par exemple, ou quand on voit sa DAF, on ne se dit pas qu'elle est dans la mode. En général, on se dit elle est dans les chiffres ou elle est dans les comptes, elle est dans les calculs. Est-ce qu'on ne perd pas de sa crédibilité professionnelle lorsqu'on a cette double casquette, entreprise, consultante ou salariée, et à l'extérieur, on a cette casquette de personne qui est sur Instagram, qui partage. Est-ce qu'on ne perd pas sa crédibilité professionnelle? Je pense que c'est aussi le rôle de la femme en général. Ça peut être aussi, il y avait aussi des hommes qui sont dans ce domaine, de pouvoir justement distinguer chaque chose. Donc aujourd'hui, la mode fait partie de toutes les femmes. Je pense que toutes femmes, quand elles se lèvent le matin, pour la plupart, quand elles vont travailler, qu'elles essayent de porter un vêtement qui va leur aller, que ce soit quand on est invité. Donc ça fait partie quand même de nous, de la féminité. De la féminité, on va dire. Donc après, pour le partage, après il y a des moments pour chaque chose. Donc au départ, c'était comme un échappatoire quand je l'ai démarré en toute, on va dire, avec beaucoup de naturel et sans aucune intention derrière. Et ça a pris, ma communauté a commencé à grandir et j'ai grandi avec elle, on va dire ça. Donc, mais c'est-à-dire au boulot, est-ce qu'on fait la part des choses ou au travail, on se dit, quand vous arrivez pimpante, parce que c'est vous, on se dit, mais elle est dans la mode, c'est normal qu'elle soit comme ça. Non, mais il y a certains vêtements qu'on va mettre pour le travail et d'autres qu'on va mettre quand on est invité ou à des événements. Donc, je pense qu'il y a justement, d'où le rôle de conseil. Donc, il faut être bien conseillé et donc, je pense que oui, on fait la part des choses et la distinction. Alors, en toute honnêteté, si je me suis permise de vous poser ces questions de façon presque aussi crue et directe, c'est parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qu'on voit aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce que c'est un réseau d'influence et d'influenceurs et d'influenceuses, c'est surtout l'influence par le physique, beaucoup plus que l'influence par les idées, par l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceuses maquillage, coiffure, voilà. Mais il y a pas autre chose, il n'y a pas l'idée. Et vous l'avez dit, vous avez dit, je veux montrer l'image de la femme marocaine, indépendante, libre, maman, active, etc. Et vous l'incarnez parfaitement parce que vous êtes maman, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans la finance, enfin, vous êtes une tête bien faite, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même faire attention à cette étiquette d'influenceur, d'influenceuse? Oui, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on la donne un peu n'importe comment? Il suffit d'avoir un nom particulier de followers pour se dire influenceur. Effectivement. Donc déjà, l'influence, elle n'est pas forcément un nombre de followers. Donc, à mon sens. Après, donc, tout dépend de chaque personne. Il y a comme vous l'avez dit, différentes catégories. Donc, et comme Instagram, c'est un partage de photos, effectivement, aujourd'hui, donc sur les photos, on n'arrive pas forcément à voir qui est derrière. Donc, ça, mais il y a les vidéos aussi. Il y a aujourd'hui les vidéos, il y a les stories. Donc, en fait, sur les stories, on essaie de partager des petites parts et des petites choses de notre quotidien. Donc, moi, j'essaie de le faire parfois avec mes enfants, ou parfois quand il y a certains forums, concernant le recrutement. Donc, j'essaye de partager des choses, on va dire, aussi différentes que la mode, la beauté. Donc, j'essaye de partager un peu mon lifestyle et à travers ces stories, on va dire ce qu'on appelle ça dans le jargon Instagram, de véhiculer autre chose que le côté, on va dire, un peu superficiel que pourrait avoir ce réseau. C'est ça. Alors, oui, Linda, bien sûr, allez-y. Voilà, et c'est beau comme message, et je pense qu'on pourra rejoindre tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la liberté des personnes, sur l'évolution des aspirations. Donc là, on est face à une personne qui dévoile son quotidien à travers des stories et qui essaye d'influencer pas uniquement la beauté. Par le physique. Mais pas uniquement
uniquement par le physique, mais il y a un beau message derrière, que la femme marocaine est une femme active et qui peut allier plusieurs domaines de vie à la fois. Et cette évolution, on est en train de l'exprimer à travers ces personnes. Moi, et c'est juste si vous permettez, magnifique. Je vais le rajouter. Je vais juste rajouter. Bien sûr. Et là, on sort des stéréotypes et des messages, des idées reçues. Et c'est là où il y a vraiment l'évolution. On est face à une nouvelle donne, à une nouvelle liberté qui permet d'exprimer des talents cachés. Donc, Rita, je suppose qu'elle avait plusieurs talents cachés au fil des années et qu'elle commence maintenant à voir, à exprimer, à montrer. Et oui, mais en même temps, ces talents cachés, absolument, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de Rita Arxby qui les montre. Pourquoi? Parce que je reviens encore une fois sur l'importance de la tête bien faite et de l'importance de canaliser le message. Exactement. Et de savoir ce qu'on véhicule et comment on le véhicule. Parce que derrière, parce qu'aujourd'hui ça devient des médias, derrière on ne sait pas qui on a. Il y a des personnes vulnérables, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire la part des choses, il y a des personnes, il y a différentes catégories de personnes. Donc, à défaut d'être journaliste, il faut être peut-être empathique, il faut... Tout à fait. Parce que souvent, on peut recevoir des messages de personnes qui me disent moi aussi, je veux devenir influenceur, enfin, ou parfois dans le jargon, dire blogueur. Souvent, il y a une distinction quand même entre blogueur et influenceur. Blogueur, c'est une personne déjà qui tient un blog, qui écrit. Influenceur, bon, pour ma part, je n'ai pas de blog, donc je ne peux pas me définir en tant que telle. C'est ça. Donc, je leur dis d'abord, le plus important, c'est quand même d'étudier. Parce que c'est ça la plus grande richesse. Parce qu'après, effectivement, elles peuvent après partager, en faire si elles veulent un métier, mais n'oubliez pas l'essentiel. Parce que c'est d'abord d'étudier, comme vous dites, d'avoir une tête bien faite. Parce que c'est le plus important. C'est ce qu'on va garder par la suite. C'est ça, complètement. Parce que ces métiers-là, maintenant, c'est dans l'air du temps. C'est comme vous avez dit, c'est des nouveaux médias. Mais bon, peut-être dans 5 ans, il y en aura d'autres. Et il faut quand même se trouver un échappatoire. Il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire plus tard. C'est ça. Donc, parce que si aujourd'hui, par exemple, on a 30 ans, on a 20 ans, on a 40 ans et on influence par le physique, il ne faut pas oublier que le temps est là et qu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on peut être une belle femme, bien sûr. Je ne suis pas en train de taper là-dessus. Mais... c'est d'autres canons de beauté, c'est d'autres critères. Tout à fait, bien sûr. Donc, on peut bien vieillir. Heureusement, maintenant, il y a pas mal il y a des médecins avec nous qui vont appuyer, permettre justement à la médecine à évoluer. Donc, on peut bien vieillir. Mais le plus important, comme je vous ai... Pas tomber dans le ridicule non plus. Exactement, voilà. Il faut rester dans tout ça. Enfin, il faut influencer par le naturel. Par le naturel. Et influencé par les idées. Pourquoi on n'en a pas beaucoup? On n'en a presque pas, j'ai l'impression. Je pense que les gens, malheureusement, lisent moins aussi. Donc on est plus capté par l'image, par la vidéo. Et quand je vois, quand parfois je partage des petites citations, ça m'arrive de partager parfois sur un livre, il n'y a pas tellement autant d'engagement. Je le fais tout de même, parce que ça me ressemble. Mais ça ne draine pas. Voilà, exactement. Ça ne draine pas. Les gens sont plus... aussi, ce qui draine aussi, c'est de partager des choses de sa vie privée. Donc, les gens sont aussi un peu... dans le voyeurisme. Après, il faut quand même... Il y a des choses à préserver, parce que je trouve que c'est très important de faire le distinguo et de préserver sa vie privée. Parce que les réseaux sociaux, il faut savoir aussi... Doser. Complètement. Iman Kandili, un petit mot sur... ces histoires de réseaux sociaux. Je vais m'abonner aujourd'hui à Instagram. Vous n'avez pas de compte? Non, je n'ai pas de compte Instagram. Dit-elle. Mais on est dans la culture de l'image. On est dans la culture de l'image, on est dans le paraître. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les héros modernes, on a envie de ressembler à Lara Croft, plus qu'on a envie de ressembler avant à Marguerite Yourcenar ou quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Exactement. C'est plus les Kardashians aujourd'hui que Lara Croft. C'est pas nécessairement le cas de Rita est bien clair. Je ne parle pas de Rita, mais bien sûr, mais Rita confirmé. Après là, c'est aussi un produit que vous mettez à vendre. Mais Linda, excusez-moi, en toute honnêteté, quand on voit les réseaux sociaux et quand on voit tous les tutos, vous voulez avoir le maquillage de Kim Kardashian, voilà les étapes à suivre. Non, mais franchement, on est d'accord ou pas? Mais tu choisis qui suit. Non, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas suivre ce maquillage. Parce que là, des personnes quand même jeunes, vous avez des adolescents, vous avez des gens qui sont en train de construire leur vie, pour lesquels l'image peut être extrêmement délétère. Là, je prends ma casquette de psy, mais
pour lesquels c'est difficile, qui vont absolument rien construire et qui vont être surtout sur une image d'eux-mêmes qui est très négative. Exactement. Parce qu'ils sont devant des standards qu'ils ne peuvent pas atteindre. Nous, on peut se permettre, Linda, vous et moi, de choisir. On a ce recul. Les autres l'ont pas. Les autres ne l'ont pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui de ces images, c'est qu'elles sont très puissantes. Et cette génération est née dans ce truc-là. C'est-à-dire que pour être belle, pour être acceptée, pour être suivie, pour être populaire, eh ben voilà à quoi il faut ressembler. Et justement, beaucoup de spécialistes le disent aussi, de spécialistes en chirurgie esthétique. Aujourd'hui, à 20 ans, ils ont des jeunes filles qui viennent pour du botox et des fillers. Mais je veux dire, c'est grave. Vous avez des jeunes filles de 16 ans, on demande des accords de psy pour pouvoir leur refaire la poitrine. Déjà. À 16 ans. À 16 ans. Vous le donnez, docteur? Non. Non, merci. On a des questions, on va y aller peut-être sur une seule. On va prendre celle de Nadia. Elle vient de Tanger, comme Linda et moi. Vous êtes une femme à multiples casquettes, comment les conciliez-vous? Nadia, 27 ans. Alors, comment les concilier? Déjà, beaucoup d'organisation. Donc ça, c'est, je pense, le maître mot. C'est d'être très organisée durant sa journée, comme je l'ai décrit dans le portrait. Donc elle est rythmée entre ma vie de maman, mariée avec des enfants, mes obligations professionnelles, la gestion de mon entreprise, micro-entreprise certes, et donc j'essaie de gérer au mieux les différentes casquettes. Mais vous êtes toute fine, vous faites du sport? Oui, déjà j'ai la chance d'avoir un métabolisme, on va dire, qui aide, mais je fais aussi du sport. Le sport, c'est un échappatoire pour moi. J'essaye d'y consacrer... Vous trouvez le moment pour le glisser? Oui, j'essaye d'y consacrer 2 fois par semaine. J'aimerais en faire plus, mais malheureusement, faute de temps. Mais c'est très, très important pour moi, pour mon moral et pour justement, c'est mon moment à moi. C'est ça. Merci Rita, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous être dévoilée à nous en toute confiance, d'avoir échangé avec nos téléspectateurs. On reste ensemble, c'est pas fini. On va sur quoi? On va sur cette histoire de chicha. On retrouve Iman Kandili tout de suite. Allez, nous sommes toujours avec vous sur Média TV dans On se dit tout, bien sûr. Et là, on va parler santé. On va parler de la chicha. On en parle avec vous, Dr Iman Kandili. Vous êtes psychiatre, addictologue. Vous êtes vice-présidente du Centre africain recherche en santé. De recherche en santé. Voilà, exactement. J'ai écrit en santé, mais voilà, en recherche en santé. C'est ça, c'est bien ça. Donc, avant d'essayer de voir un petit peu le fonctionnement de l'addiction et puis le sevrage, on va essayer de savoir ce qu'est la chicha, de comprendre ce que c'est en images avec un spécialiste, un pneumo, qui va nous expliquer comment fonctionne la chicha et ses effets néfastes sur la santé. On regarde. Pour l'anecdote, on pose la question aux patients, est-ce que vous fumez? Ils nous disent que non. Mais au fait, il ne s'agit pas uniquement de fumer les cigarettes. Le tabagisme sous toutes ses formes, y compris la chicha, est nocif pour la santé. Il faut rappeler que la chicha, c'est quoi? C'est une pipe à eau. C'est un bocal rempli d'eau, au fait qui va s'évaporer et qui va passer dans un récipient qui contient le tabac, qui est couvert par un aluminium, au-dessus duquel on va mettre un charbon ardent. D'abord, bien sûr, il y a la nicotine qui va créer l'effet de dépendance physique. Ensuite, il y a également les hydrocarbures, il y a les métaux lourds, et là les gens ils savent que c'est cancérigène. Après, il y a le monoxyde de carbone. La chicha, elle a beaucoup de méfaits respiratoires. Elle va diminuer en quantité et en qualité les cellules de l'immunité, ce qui va prédisposer à plus d'infections. Ça peut être des infections virales, ça peut être des infections bactériennes ou autres. Et en plus, le fait de partager le même embout, ça va être un vecteur de transmission d'un consommateur à un autre de plusieurs infections. Les patients asthmatiques qui en plus fument, et particulièrement la chicha, verront leur maladie s'aggraver et verront aussi leur crise, qu'on appelle exacerbation, devenir fréquente et grave. Et puis enfin, je ne peux pas ne pas parler du risque de cancer bronchique. Cette fumée va irriter les cellules vont vouloir se réparer, se restituer, mais ce phénomène-là peut aboutir à des cellules anormales et c'est ce qui va donner le cancer bronchique. Et donc le cancer bronchique reste le cancer le plus mortel chez l'homme et la prévention me semble très importante. J'invite toute personne qui n'a jamais fumé à ne jamais le faire. Et j'invite également les fumeurs et surtout les jeunes qui viennent d'être initiés au tabagisme sous toutes ses formes à arrêter. Avec un peu de volonté, on peut certainement y arriver. Mais si vous avez besoin de l'aide de votre médecin, sachez que les professionnels de santé ont les moyens pour vous accompagner. Alors si des fumeurs avérés ont pu arrêter, pourquoi pas vous?
Eh bien, justement, c'est pour ça que nous avons avec nous une psychiatre addictologue, Iman Kandili. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette histoire de chicha, est-ce que c'est du tabagisme ou c'est de l'addiction? Vous mettez dans quelle case? Alors, le tabagisme est une addiction. Oui, je sais. Mais voilà, mais est-ce qu'on peut l'assimiler à la cigarette? Oui. D'où la notion de tabagisme, parce que souvent, quand on parle de tabagisme, on parle de cigarette. Et bien sûr, d'addiction, ou bien addiction sans tabagisme. Est-ce que c'est une drogue? Est-ce que c'est quoi? Alors, d'un point de vue biologique, c'est une drogue parce que ça agit, ça a un effet sur le cerveau. Okay. Donc ça libère de la dopamine, ça donne du plaisir. Alors il y a beaucoup d'idées reçues parce que beaucoup de gens vont vous dire la chicha c'est naturel. Ah bon? Beaucoup de gens vont vous dire c'est une pipe à eau, c'est plus naturel, comme vous avez tous les parfums là, à la base de pommes et tout ça. Donc ils ont l'impression qu'ils sont plus protégés que par rapport à une cigarette conventionnelle. Okay. En fait c'est aussi dangereux, des fois même plus dangereux, parce que très souvent, comme a dit ma collègue, c'est un vecteur de transmission de maladies organiques. D'un autre côté, la chicha, puisqu'il y a de l'eau et donc de la vapeur d'eau, va donner plus de problèmes de pleurésie, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons, des choses comme ça, et a contribué, on est un pays d'endémie en tuberculose, a contribué à avoir plus de tuberculose. Parce que les endroits où vous allez fumer la chicha, l'embout va passer de l'un à l'autre, et puis on ne va pas particulièrement avoir des chichas perso pour ça. D'un autre côté, il n'y a pas de filtre. Une cigarette conventionnelle, vous avez un filtre. Je ne suis pas en train de promouvoir. Le promouvoir, pas du tout. Bien sûr. Mais par contre, par rapport aux idées reçues, c'est absolument catastrophique parce que je reçois des jeunes qui vont dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas fumeur ». Mais ce qui veut dire par là, c'est que je ne suis pas fumeur de cigarettes conventionnelles. Mais ils sont fumeurs de chicha ou fumeurs d'autre chose. Okay. Qui se présenteraient comme plus naturels, ce qui est totalement faux. Exactement. Donc, pour arrêter la chicha, est-ce qu'il faut une prise en charge? Est-ce que c'est un sevrage? On passe par le sevrage comme on passe par le sevrage de la cigarette? C'est le même processus? C'est de la nicotine aussi, hein, c'est fumer, c'est de la combustion et tout ça. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on passe par un sevrage quand on ne peut pas arrêter un produit. Okay. C'est-à-dire on n'est pas dans un usage, mais on est dans une consommation qui est dans l'abus ou dans la dépendance. Donc une personne qui fume de la chicha, qui a des effets délétères et qui en fume tous les jours, qui en a une chez lui ou qui fréquente beaucoup les cafés, va, dans un moment ou à un autre, de toute façon, chercher d'autres produits, parce qu'elle ne peut pas aller avec sa chicha transportable, quoique il y en a qui le font. Ah oui? Oui, il y en a qui ont leur... arrive à ça. C'est-à-dire, il y en a qui le font. Et puis, il y a cette appétence aussi, parce qu'on est très... avec toutes les chaînes et les médias orientaux qui influencent beaucoup certains de nos jeunes, il y a cette appétence pour la chicha qui se veut aussi, pour certains... Tendance. Qui se veut tendance, qui se veut... plus féminine, ou beaucoup de choses, mais qui nous vient totalement du Moyen-Orient. Et donc, il faut prévenir sur le risque de dépendance. Et absolument tout produit qui a un effet sur le cerveau, qui va libérer de la dopamine, qui peut faire passer à un abus ou à une dépendance, a un effet délétère. Sauf que là, la chicha a un grand effet négatif organique qu'on a tendance à mettre de côté par rapport à la cigarette conventionnelle. Mais les risques sont très importants. Le cancer de la langue est beaucoup plus important, ma collègue l'aurait dit, au niveau de la gorge aussi également. C'est-à-dire ce n'est en aucun cas moins dangereux qu'une cigarette conventionnelle, c'est aussi dangereux qu'un tabac classique. Alors ça, c'est pour la prévention. Maintenant, si la personne... Et heureusement, et j'espère qu'il y en aura qui vont prendre conscience de l'intérêt d'arrêter. De la même manière qu'on dit, et le médecin l'a dit tout à l'heure, quand on veut, on peut, mais est-ce que la volonté suffit? Parce que l'addiction est compliquée à gérer. Ça l'est. Alors, quand une personne veut arrêter un produit auquel elle est dépendante, oui, elle peut avoir recours à des professionnels, c'est ce qui se fait. Bon, il y en a qui ont recours à des médecins, addictologues, d'autres à des pneumos, addictologues, parce que c'est une spécialité qui a multiples casquettes, ou des médecins généralistes, addictologues. Mais en tout cas, la prise en charge, elle est multiple. D'accord. Elle est multiple parce qu'il y a une dépendance biologique. Donc, des fois, en fonction de la personne et comment elle va fumer le produit, et en fonction du stade aussi, parce que vous avez des personnes qui vont venir consulter pour arrêter, parce que leur cardiologue leur a dit qu'il faut absolument arrêter, parce qu'ils ont un BPCO ou un problème pulmonaire qu'il faut arrêter, ou un asthme qui est en train de se développer. À ce moment-là, on est plus dans l'urgence. Donc, en général, on prend en charge médicalement, c'est-à-dire ça peut être médicamenteux, plus avec une psychothérapie de soutien en général, une thérapie cognitivo-comportementale, où on remplace ce produit qui Vous remplacez par quoi? On remplace par beaucoup de choses. Vous avez des personnes, en général, les personnes ne fument pas par hasard. Elles vont fumer parce qu'il y a des émotions agréables ou désagréables. C'est comme une sorte de grand ami, le produit. Donc, l'activité physique en fait partie, l'hygiène de vie, prendre soin de soi en fait partie, et puis surtout travailler sur les sublimateurs d'angoisse.
OK. Voilà, donc que ce ne soit pas l'échappatoire principal. Il faut avoir des vases communicants qui vont permettre de pouvoir sublimer son angoisse autrement que fumer une cigarette. En fait, on arrête de fumer la chicha de la même manière qu'on arrête de fumer une cigarette? C'est le même processus? C'est le même processus pour toutes les addictions. Quelle que soit même la les drogue. addictions comportementales. Même comportementales. Parce qu'au niveau cérébral, c'est pareil. C'est le même mode de fonctionnement. Même pour les achats pathologiques. Il ne faut pas le dire à Rita. vous avez des acheteuses pathologiques, Rita? Pas beaucoup. Non, vous ne les laissez pas? En fait, mon rôle, c'est de bien conseiller et que les gens puissent revenir, parce qu'elles peuvent acheter peut-être de manière compulsive une fois et ne plus revenir. Et elles se disent, j'ai été peut-être mal conseillée. C'est vrai, c'est le plus important. Pourquoi vous l'avez glissé, ce petit truc de l'achat? Parce qu'on a un gros problème chez les femmes d'achat compulsif. C'est-à-dire au Maroc? Oui, au Maroc, on le voit de plus en plus, des personnes qui s'endettent, des personnes qui vont donner des chèques à n'en plus finir pour... Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas responsables de ça aussi? Non, mais c'est vrai, vraiment, je pose la question en toute honnêteté. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, j'y suis. Mais j'observe ce qui se passe. Et je vois... Linda, je vous vois réagir et je vois vraiment, et je trouve que c'est presque indécent de s'exposer régulièrement avec des choses de marque faramineuses, comme si c'était une évidence de porter ça, et si on ne le porte pas, eh bien, on n'est pas à la page. Je dis juste, est-ce que ce n'est pas indécent? Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de pousser à ce type de consommation, à ce type d'addiction, à ce type de... C'est pas que les réseaux sociaux, je pense. Je pense que c'est la société de consommation de manière générale. On consomme beaucoup plus, que ça soit au niveau des marques, que ça Mais soit quand on a par exemple des influenceuses, quand on a des personnes connues qui se présentent avec ce type de marque, et on sait que ça va très très loin en termes de budget. Alors, moi, je dis ça pousse à deux choses, à cette surconsommation, voire à un autre crime, qui est la contrefaçon et l'imitation. Donc, on pousse soit à l'un, soit à l'autre. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Bon, on va sur les questions des téléspectateurs. OK. Mais vous en pensez quoi de ce débat, justement? On devrait l'aborder. Il y a des personnes qui sont bien dans leur botte. Là, on rencontre Rita, elle a une carrière. Je ne parle pas de Rita, bien sûr. Je parle de qui reçoit l'image. Voilà, c'est magnifique. Donc, elle peut, au contraire, aider à transmettre aux jeunes filles. On vous a donné une mission aujourd'hui, Rita. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'un point de vue complètement psychosocial, elle peut aider, au contraire, à aiguiller les gens et les aider à ne pas aller que vers l'image. C'est ça. Mais après, vous avez des petites jeunes filles ou même des adultes, avec, selon des niveaux de maturité et socio-intellectuels différents, qui vont aller se jeter dans le tout et le n'importe quoi. Exactement. Parce qu'il y a une mésestime de soi et il y a ce besoin à travers l'objet. Et le besoin à travers l'objet peut pousser à d'autres crimes sociaux. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Mais vous allez avoir des petites jeunes filles de 20 ans qui vont rechercher de l'argent facile. De l'argent facile. C'est ça. Et puis, il y a tout un cercle d'emprisonnement, moi je dirais, dans les crédits pour pouvoir assurer des besoins qui ne sont pas... Non, comme on dit. Eh ben voilà. D'accord. Aujourd'hui, j'utilise mais on n'est pas obligé d'être dans... Rita, tu sors avec une mission. Non, mais je pense aussi le rôle, enfin aussi je ne vais pas dire des commerçants, mais il y a beaucoup de commerçants qui tolèrent les échelonnements, c'est-à-dire de paiement. Ça devient même monnaie courante. Et c'est vrai que le tolérer et le proposer à des personnes parfois quand on sait, on peut le sentir quand même. Nous, les femmes, on a un côté un peu psychologue et de sentir qu'une femme est vulnérable et de la pousser à l'endettement, c'est aussi... Mais vous savez, le luxe a toujours existé, mais le luxe existait et le reste existait. Mais là, on a l'impression que le luxe se banalise aussi. Non, je trouve que quand même, ça s'est quand même plus démocratisé parce qu'avant, il n'y avait pas autant de marques mass market. On a des grandes enseignes. Démocratisé avec ses facilités de paiement. C'est un autre sujet. Non, mais après, exactement. Soit on est dans les deux extrêmes, on peut être... Je trouve que par rapport il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire que quand on remarque au Maroc, il n'y avait pas autant d'enseignes. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enseignes bon marché. Mais ça veut dire... Oui, pardon, allez-y. Et qui reproduisent, on va dire, beaucoup les vêtements ou bien le style. Mais sans que ce soit de la contrefaçon. Sans que ça soit de la contrefaçon, bien sûr. Donc, aujourd'hui, tout le monde, on le voit même dans les rues, tout le monde a la possibilité d'être bien habillé. D'être bien habillé. Donc, les réseaux sociaux aussi ont quand même incité, justement, aujourd'hui, d'encourager à ce que les gens, que les femmes, en général,
femmes puissent prendre plus soin d'elles. Imen, je vous laisse... C'est pour ça qu'on compte sur toi. Voilà, pour clôturer. Avec plaisir. Alors, on va sur une question. Jamel qui vous dit, pour arrêter la chicha, on m'a conseillé de la remplacer par la cigarette électronique. Est-ce une bonne alternative? C'est un produit à risque réduit. Bon, le mieux d'arrêter, c'est d'arrêter. Parce que ce qui se passe quand on va prendre une cigarette électronique, à condition que ce soit la bonne cigarette électronique, parce que certaines peuvent être encore plus délétères qu'une cigarette conventionnelle, surtout quand elles sont à grande concentration de nicotine. Donc la personne, quand elle va arrêter ou re-switcher, parce que c'est ce qui se passe souvent, on fait des allers-retours de la cigarette électronique à la cigarette conventionnelle ou à la chicha, elle va fumer plus pour avoir le même taux de nicotine. C'est ça. Donc, il faut y aller avec des pincettes, sincèrement avec des pincettes. Et la dernière question, c'est quelle est la composante la plus nocive dans la chicha, Redouane? Toutes les composantes de combustion, c'est-à-dire le 3,4 benzopyrène, c'est les goudrons, les hydrocarbures. C'est dans la composition, enfin, c'est dans les arômes? Bon, dans les arômes, ça dépend. Dans les arômes, vous avez bien entendu des produits comme vous allez avoir des conservateurs ailleurs aussi qui sont mauvais. Mais c'est surtout cette fumée à vapeur d'eau qui est délétère, qui est doublement délétère. Doublement délétère. Merci les filles, merci mesdames, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour nos téléspectateurs d'avoir été fidèles à l'émission, à toute l'équipe en régie qui se démène pour la bonne réalisation de cet épisode. Alors, je vous remercie une par une, Linda Jabalan, coach en optimisation du potentiel relationnel, Rita Aksbi, responsable RH, influenceuse, entrepreneur, femme de la finance, femme inspirante dans notre semaine, et Iman Kandili, psychiatre, addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé et influenceuse de Rita Aksbi. Voilà. Merci à toutes et à tous. À très très vite sur Média TV dans 11 dit on. On se donne rendez-vous en fait demain si vous acceptez de revenir. Même heure, bien sûr, même chaîne. Au revoir.